Salut à tous, salut Iludei. Comme d'hab, hein, c'est témoignage de Stepner. Vous connaissez, vous commencez à connaître le principe. Hein, c'est le cinquième déjà. L'idée, c'est d'inviter quelqu'un qui utilise Stepn depuis plus ou moins de temps et de parler avec lui de sa stratégie, de sa gestion, sa vision de l'avenir de Stepn, etc. Salut Iludei, je te laisse te présenter un peu ton parcours, comment tu as découvert Stepn et un truc un peu global, quoi, en gros, pour que on sache qui tu es. Eh ben, salut, merci beaucoup. J'espère que mon son est pas trop fort, pas trop dégueulasse. Ben, merci de l'invitation. En tout cas, c'est vraiment super. J'ai écouté peu de témoignages parce que c'est trop long et ça arrive trop tard pour moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là et je suis ravi d'être là. Donc, merci beaucoup. Pour me présenter, je vais faire bref et je vais pas sortir des clous qu'on a l'habitude. Donc, je m'appelle Manu, j'ai 30 ans. Et j'ai connu Stephen, je pense qu'on est pas mal à l'avoir connu comme ça, sur un tweet de Cryptomatrix, parce que je suis dans le monde de la crypto depuis le boom des NFT en mars 2021. Et ouais, et Cryptomatrix, du coup, a tweeté il y a en mi-avril, je dirais, un truc comme quoi il devait annoncer, enfin, il savait pas comment annoncer à sa famille, enfin, c'était un tweet humoristique, hein, mais il savait pas comment annoncer à sa famille comment qu'il gagnait 150 balles ou plus à marcher tous les jours. Et donc voilà comment j'ai commencé Stephen. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pris le FOMO, comme beaucoup, j'imagine. Et le FOMO, bah, je me suis dit, bah, des fois, il faut y aller, quoi. Bon, ça va que j'avais pas mal de crypto dû au monde des NFT. On pourra en parler un peu plus tard. Mais effectivement, j'ai pris le FOMO, donc j'ai acheté une chaussure, on va dire le mercredi, suite au tweet de Cryptomatrix. Puis j'ai fait un jour plus tard, je fais ouais, mais en fait, une chaussure, ça, c'est pas assez quoi. Donc j'en ai acheté deux autres. Et 2 jours plus tard, j'ai fait ouais, mais en fait, neuf, c'est quand même optimum, hein. Donc j'en ai acheté six autres. Et puis voilà, en 3 jours, j'ai pris un FOMO qui m'a fait dépenser 10 000 balles. Donc voilà l'idée. Ouais, je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu FOMO au début aussi. Je m'étais dit la même chose, je pars sur une chaussure et pas plus, et puis après je suis parti sur trois. Alors moi je suis pas monté jusqu'à 9, j'ai acheté des GST, mais dans l'idée ouais c'est un peu ça Ah oui, et donc ouais c'est par contre, ouais vas-y. au début, j'ai pas du tout optimisé. C'est-à-dire que j'ai pris mes stablecoins que j'avais chez Just Mining, j'ai fait, oh allez, ok, il faut y aller. J'ai pris 10 000 et je suis parti, hein. J'ai pas cherché à optimiser quoi que ce soit parce que je savais même pas, je connaissais même pas les mécaniques en fait, le mint, tout ça. Pour moi, c'était très flou. Je me suis fait FOMO comme un champion quoi. Mais bon, T'as- après, t'as- après attention, hein, je peux me le permettre. C'est que de la crypto. J'ai jamais investi. Ah, pour vous dire, toute la crypto que j'ai fait, c'est à partir d'un billet de 50 euros, parce que j'ai tout généré grâce à de la création, à plein de choses. Du coup, moi, je pourrais perdre ma crypto demain. Bah, c'est pas un vrai investissement que j'ai fait. C'est que de la génération. C'est que ça reste de l'argent, mais je me suis pas endetté dans le monde réel, on va dire, pour acheter ma crypto. Donc c'est pour ça, c'est toute proportion gardée, ça reste quand même un investissement qui est pour moi virtuel. Ouais, ouais, tout à fait. En vrai, on pourra en reparler parce que là, tu vois, enfin, on se connaît depuis un certain temps puisque c'est toi qui as fait les magnifiques graphismes pour mon Twitter et mon YouTube. Mais tu m'intrigues, tu vois, quand tu dis, je suis parti d'un billet de 50, je fais, bon, bah, vas-y, raconte-nous l'histoire, hein, si tu veux. Ah bah ça, Non, mais, ça va être long hein, par contre, hein, mais bon, on est là pour ça. non, mais, ouais, vas-y, bah, écoute, ouais, vas-y, si t'es chaud, tu peux nous parler un peu de ça, ouais, avant de parler vraiment de Stephen, c'est intéressant. Bah, partons depuis le début, du coup, mars 2021, c'est là où il y a eu j'ai envie de dire le Big Bang des NFT, où tout a éclaté, OpenSea qui est monté en force. Et moi, je connaissais rien à la crypto à ce moment-là. Et mon associé, parce que j'ai des entreprises dans le monde réel, mon associé me dit, ouais, il faut, comme tu es créatif, parce que je suis designer à la base, designer et développeur, et du coup, mon associé, il me dit, ouais, tu as quelque chose à faire dans le monde des NFT et tout ça. Et moi, tout ce que je connaissais des NFT, c'était le ressenti des artistes qu'il y a sur Twitter aujourd'hui. Et c'est qui est le même aujourd'hui. Les artistes illustrateurs aujourd'hui, ils pensent quoi des NFT pour la plupart? Oui, c'est du vol, c'est du scam, c'est tout ce que vous voulez de néfaste. Vous prenez un truc néfaste et puis c'est bon, c'est les NFT. Et bah moi, qu'est-ce que je pensais comme un bon Français qui ne connaît rien à un sujet? Bah, en mars 2021, je me suis dit non, c'est de la merde, c'est du scam. Voilà, c'est tout ce que j'ai pensé.
Et on est beaucoup de Français à penser que ça. On veut avoir raison sur un sujet qu'on ne connaît pas. Du coup, on dit de la merde. Et bon, je reste quand même curieux. Mon associé me dit, mais si, vas-y. Donc, je vais voir. Et là, je vois qu'il y a effectivement des collections de NFT, que c'est pas mal, que ça rentre un peu dans les business que j'apprécie. Attention, certains projets NFT. À l'époque, c'était moins la jungle qu'aujourd'hui sur tous les projets dits scam ou répétitifs où il y a des partages de communauté comme les whitelists et tout ça. C'était beaucoup moins rodé à cette époque-là. C'était un peu plus chaque artiste essaye de vendre ses NFT comme il peut. Et donc je me dis bah pourquoi pas essayer. Bon, c'était sur Ether et forcément bah, pour faire mon premier NFT il fallait un petit peu de crypto, donc j'ai mis 50 balles. Et bah, je me suis bien pris dans la gueule que les frais sur Ethereum, c'était invivable, déjà à cette époque, bien que ça ait bien monté par la suite, mais on va y revenir. Et donc, je fais mon premier NFT qui est basé sur un univers graphique que j'ai créé pour le jeu de rôle, en fait, qui s'appelle Miramarca. Et du coup, je voulais faire une collection de cartes illustrées, en fait, en 3D, mais un truc vraiment bien fait, pas le projet dégueulasse. Donc j'ai sorti les cartes Miramarca et et du coup ces cartes-là, bah voilà, j'en sors une au début, je vois comment ça marche, je vois pour les vendre et bon bah pour la créer, j'avais besoin, allez, on va dire de 150, 200 balles de crypto. Bon, je voulais pas investir plus de 50. Du coup, j'ai emprunté à un pote à moi qui avait pas beaucoup de crypto déjà à cette époque. Donc, il me fait un prêt de 100 ou 150 euros. Et puis, je lui dis, bah, écoute, si je vends ma carte, bah, je te rembourse. Et je commence à traîner sur la plateforme Rarible, donc le concurrent direct d'OpenSea. Je commence à traîner sur la plateforme Rarible et puis voilà, je fais mon NFT. Et sur le Discord, on parle jusqu'à pas d'heure avec des mecs. Et là, il y a une baleine qui arrive et puis je lui dis, tu sais, j'y vais au culot, quoi. Je lui fais, ouais, mais de toute façon, si t'as un NFT acheté, c'est celui-là parce qu'au moins, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas un NFT dégueulasse. Puis il me fait, ok. Et du coup, il me l'achète. Il me l'achète et c'était quelque chose comme, ça devait être non, ça devait être 0,1 Ether, quelque chose comme ça. Et donc, bah, forcément, 0,1 Ether, à cette époque, ça devait faire déjà 400 ou 500 balles. Donc, non, peut-être pas, peut-être un peu moins, mais enfin bon, bref, ça me fait une somme de départ qui m'a permis de produire bah, parce que j'avais prévu 8 cartes, en fait. Et bah, ça m'a permis de produire les autres cartes. Et en parallèle de ça, bah, j'ai commencé à développer un petit peu un petit empire sur la crypto parce que bah, j'avais rien, je n'étais pas connu du tout dans ce monde-là et donc j'ai commencé à créer un site qui s'appelle Rarible Analytics. S'il y a des gens qui connaissent Rarible, vous devez connaître Rarible Analytics. Donc j'ai créé Rarible Analytics. En gros, c'était pour aider les gens qui ne connaissaient pas le monde de la crypto à comprendre comment fonctionnent les frais d'essence sur Ethereum. Parce que bon, autant sur Solana, sur Teso ou sur toutes les autres blockchains autres qu'Ethereum, les frais d'essence, c'est ridicule. Autant sur Ethereum, c'est la foire à la saucisse et ça monte, ça descend, ça fait n'importe quoi. Des fois, on va payer 300 balles pour créer un NFT. Des fois, on va créer 20 balles, on va payer 20 balles. Donc c'est voilà. Et donc j'ai créé Rarible Analytics volontairement, marketingment parlant. J'ai utilisé leur nom, comme ça, bah forcément, ça m'a directement inclus dans leur communauté. Hein. Bon, c'est plus ou moins légal, mais bon, ça va quand c'est fait correctement, c'est plus ou moins ok. Donc, je crée Rarible Analytics. Très vite, je me fais un petit peu adorer de la communauté Rarible. Donc, les gens commencent à utiliser ça. Même le staff de Rarible commence à utiliser ça. Je me suis fait pas des ennemis, mais en fait, Rarible n'a jamais voulu me payer pour ça. C'est-à-dire que ils utilisaient le soft gratuitement dans leur support et tout ça. Ils ont jamais voulu me rémunérer. Donc, mauvaise pub pour Rarible. Hein. Maintenant, bah, j'ai trouvé d'autres moyens de faire de l'argent avec. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, j'attendais un minimum de rémunération, sachant que c'était un service que je développais pour la communauté, que à mes frais. J'ai jamais rien demandé. Enfin, je demandais juste une petite rémunération mensuelle pour payer les serveurs et les évolutions de l'appli. Bon, c'est jamais venu. Ils m'ont gentiment ignoré.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que derrière, l'appli faisait entre 40 et 50 utilisateurs en connecté simultané. Donc, ça montait entre peut-être 600 utilisateurs uniques par jour. Donc, c'est déjà très bien pour une petite appli comme ça. Et, euh, et petit à petit, je me dis, bon, on va pas me rémunérer pour ce service, donc qu'est-ce que je vais faire? Et là, je développe un petit service autour des NFT. Donc, je crée des nouveaux NFT, une centaine. Bon, je vous passe l'histoire longue, hein, je vais aller au plus vite. Donc, je crée une centaine de NFT. C'est le Rarible Analytics Token. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis aux gens qui possèdent ce token de faire de la pub sur Rarible Analytics. En gros, l'idée, c'est tu achètes ce token et tu te connectes sur Rarible Analytics. Et en fait, à partir de cette connexion, tu vas pouvoir mettre une bannière et faire pointer ta bannière sur un lien, celui que tu as envie, et comme ça, tu fais ta pub, quoi. Et il s'avère que avec la montée en puissance de Rarible Analytics, j'ai commencé à en vendre beaucoup de ces tokens, et j'en ai vendu peut-être pour 4 ou 5 Ethers, quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait un bag initial. Donc c'est voilà, hein, je suis toujours à 50 euros. J'ai remboursé mon pote, hein, au passage, on l'oublie pas. Hein. Je rembourse toujours mes dettes. Donc je rembourse mon pote et du coup ouais, j'ai mon bag d'Ether. Et ça te fait pile poil de quoi payer les frais de gaz, en gros, 4-5 Ethers, c'est juste de quoi faire 2-3 NFT, quoi. Ah non, quand même. Faut peut-être Non, pas je rigole. exagérer. Non, mais en vrai, avec Rarible Analytics, après, j'ai pu optimiser. Et puis, c'est surtout que j'ai même plus eu besoin de faire des NFT parce qu'en fait, mes NFT étaient faits. Puis, en plus, sur les tokens ERC 1155, pour être exact, tu as des quantités. En fait, c'est pas des tokens uniques. Donc, en gros, j'avais mint 100 tokens et pour le prix d'un, en fait. Donc, en fait, tu te retrouves avec 100 tokens à vendre tous au même prix et toi, tu payes pas d'autres frais. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mon bac d'Ether. Et après, là, c'est commencé à partir, où j'ai commencé à investir à droite, à gauche, à perdre beaucoup d'argent aussi, hein, parce que comme j'avais tout gagné de zéro, j'ai fait de la merde avec ma crypto. J'ai monté d'autres projets, j'ai testé des trucs, j'ai investi à droite, à gauche, j'ai sorti du stable, etc. Et donc voilà, la montée en puissance fait que ça m'a payé au final, Stephen. Je passe sur tous les projets qu'il y a eu entre, mais en gros voilà comment je suis arrivé à pouvoir mettre 10 000 euros sans trop broncher dans Stephen. Ok, et donc ce tweet que tu as vu là de Cryptomatrix, c'était à quelle période à peu près? C'était aux alentours du 25 avril, je pense. Ok, Ça fait presque, ouais, non, 25 avril, 25 mars, pardon. Ça fait un peu plus d'un mois que je fais Stephen. ok, d'accord. Et du coup, t'es parti avec une chaussure, ensuite trois, ensuite neuf, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais, mais ça s'est passé Et en une semaine. Donc en ouais, réalité, c'était incrémental, mais assez rapide, ouais, quoi. c'est ça. T'as débuté directement avec 9 chaussures, après tu t'es peut-être rendu compte que t'aurais pu minter ou quoi. Et donc, à ce moment-là, quand t'es arrivé avec 9 chaussures, t'avais quoi comme chaussure principale au début du jeu? Alors, au tout début du jeu, j'ai acheté une Walker parce que j'y connaissais que dalle. Et bon, c'était sûr que je prendrais pas une runner parce que je déteste courir. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais du coup, je suis parti sur une Walker. Et en fait, après, j'ai vu que la Jogger était un poil plus optimisée pour moi. Et donc, j'ai pris une Jogger rapidement en deuxième chaussure. Troisième chaussure, bon, je l'ai acheté en même temps. Ma troisième chaussure, en réalité, j'ai acheté une runner floor price. En fait, c'était pour monter à 3 chaussures. Ensuite, on a eu une discussion, toi et moi. C'est là où on s'est rencontrés, juste avant ce week-end. Donc, en fait, j'ai commencé Stephen. Je crois que je t'ai rencontré au bout de 2 jours, quelque chose comme ça. Et tu m'as conseillé du coup de partir sur des Mint 0, level 0, alors que j'avais prévu à ce moment-là de monter à 9 chaussures avec 2 level 0, Mint 0 et que des prix planchers, que des floor price. Et donc je t'ai écouté, j'ai acheté ensuite quelque chose comme 4 joggers, non je dis peut-être des conneries, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. 4 joggers, mint 0 et level 0, et 2 runners level 0, mint 0 pour limiter les coûts quand même. Et voilà.
Ok, d'accord. Donc, tu as débuté avec cette jogger-là et ensuite avec les runners. Je me souvenais même plus que c'était par rapport, par rapport à ça qu'on s'était parlé au Mais début. Mais c'était pas par rapport à ça, c'était parce que tu ah, recherchais quelqu'un pour faire ta bannière, je crois. Donc j'ai pris contact avec oui. toi parce que je voulais t'aider sur ce truc-là. Et bah on en a parlé, puis j'en suis venu à te demander conseil sur mes futurs achats parce que là c'était quand même remonté. Après c'était moins haut qu'aujourd'hui parce que je les ai ma première chaussure, je l'ai payé 8 Solana, quelque chose comme ça. Et Ouais, mais le Solana était plus cher aussi, il le me semble, à cette Solana était époque-là. plus cher, effectivement. Mais ça s'est pas équilibré proportionnellement, même aujourd'hui. Parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chaussures prix plancher, ça devrait être 20 Solana, quoi. Voire plus. Ouais, totalement. Oui, après, il y a des montées, des baisses. D'accord. Et donc, du coup, ouais, tu as commencé comme ça. Et donc, toi, ta petite particularité, c'est que ta stratégie, elle est basée sur le fait que vous êtes deux au sein de la famille Iludei à utiliser Stepan. Ça, la stratégie, c'est que je pense rester longtemps avec ma compagne, déjà. Parce que sinon, bah, si, voilà, hein, c'est ce que ça peut donner. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, bah, je faisais ma marche tout seul, en réalité. Et puis, en fait, ma compagne m'a accompagné simplement sur un run un jour. Et puis, je fais, bah, en fait, ça serait bien que tu aies une chaussure. Parce que, en plus, elle monte ses entreprises aussi. Elle a pas forcément énormément de budget pour le moment. Et donc, forcément, bah, c'est un plus, hein, clairement. Et donc, je fais, bah, vas-y, toutes les chaussures que je vais mint, plutôt que de rembourser mon ROI pour le moment, bah, je vais te les filer. Je vais te les filer. Alors là, j'ai pas réinvesti parce que pour moi, 10K, c'était déjà le maximum, hein. Vraiment, ça, c'est environ, sans compter les actifs numériques que j'ai, on va dire que 10K, c'est 30% de mon stack. Donc, c'est déjà un gros investissement. À l'époque où j'ai investi, hein, parce qu'après après la semaine dernière, bon, voilà, c'est un peu plus douteux, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais pas réinvestir plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais j'ai monté deux, trois algos pour calculer ça, en fait, et je me suis rendu compte que je le fasse tout seul en neuf chaussures pour arriver à mes 10K, ça me prenait quelque chose comme 40 jours, avec les calculs approximatifs, sans compter les double mint et tous ces trucs qui sont basés sur la luck. Et, euh, et du coup, je calcule aussi avec les rendements que Sana, ma compagne, peut faire. Si je lui file 9 chaussures avec la montée en puissance à partir de une chaussure jusqu'à 9, ben, je me rends compte que, en fait, en 45-50 jours, je ferai la même chose. Et qu'ensuite, ben, il y aura deux fois plus d'avantages. Et puis après, le retour sur investissement va être encore plus gros parce que bah, on aura deux comptes quoi. Et donc je me fais bah en fait j'ai aucun intérêt, sauf si le projet crève en 10 jours dans cette période de delta, dans ce delta, bah, j'ai aucun intérêt à ne pas le faire. Et donc bah, à partir de là, bah, tout ce que j'ai mint, je l'ai passé à ma compagne. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à 9 chaussures. Je sais pas, bah, là ça va faire, on va dire que ça fait 40 jours. J'ai commencé ma strat au bout du 15e jour, quelque chose comme ça. Donc en 15 jours, 15-20 jours, bah, j'ai fait les 9 chaussures et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui à avoir tous les deux 9 chaussures et tout ce qui dépasse maintenant de ces 18 chaussures, bah, on vend et on fait le ROI quoi. Ok, donc vous faites votre petite marche de 45 minutes tous les jours Alors pour faire le ROI. 50 à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, Parce que c'est vrai, j'avais oublié. j'ai eu la chance de mint une Joker Uncommon c'est la première, hein, c'est la première qui tombe hier soir. Ok, et ça t'est arrivé au bout de combien de minutes au total, tu sais à peu près ou pas du tout? Alors, bah, techniquement, 9 plus 5, 6. Donc, une quinzaine de minutes. Ok, bah donc jolie chance, ça Bah, c'est pas mal. sachant que j'ai eu une double, oui, dans l'ascension du deuxième compte, j'ai eu un double mint qui n'était pas du tout sur les events. Les events m'ont jamais rien fait gagner de plus. Ok, très bien. Et donc là, du coup, tu es toujours en phase de rembourser ton investissement, c'est ça, ou t'as terminé là? Non, j'ai pas terminé. Je focus ça, c'est-à-dire que alors bon, c'est un peu chiant parce que, enfin, c'est un peu chiant. Je vais pas me plaindre, mais comme hier, il y a eu la chaussure verte qui est tombée. Ben forcément, je vais réinvestir dans une nouvelle chaussure, etc. Bon, je sais pas trop encore ce que je vais en faire,
Mais du coup, ça m'a fait investir dans des choses que je n'avais pas prévues, alors que je m'étais dit, OK, je vais clôturer mon ROI, être sûr que c'est bon, et ensuite je vais faire Mumuse avec. Mais bon, oui, là, l'idée c'est effectivement de monter au ROI et de clôturer cette partie et ce retour sur investissement. Ok. Oui, donc c'est parce que cette chaussure, tu me l'as envoyée justement et on en parlait parce que elle est plutôt adaptée aux earnings de GMT. Oui, totalement, ouais. On peut en parler si tu veux un petit peu, genre histoire de savoir un peu ce que tu pourrais en faire. Mais parce que du coup, oui, en gros, tu as deux possibilités, enfin même trois. C'est soit tu la revends et tu prends directement une belle somme Bah, ça, je le ferai pour bien pas. avancer. Ça, je le ferai pas Ok. parce que pour moi, c'est purement de la chance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne devait pas arriver dans mon ROI. Moi, je pars du principe que un mint égale une chaussure common et c'est ça qui fait mon ROI. Là, je chope une uncommon, c'est du plus. C'est ok, c'est de la chance, ça ne devait pas forcément arriver. Je m'en sers pas pour mon ROI et puis comme ça me fait monter mes stats, ça me permet de mint avec et d'essayer d'avoir d'autres vertes et de passer au niveau supérieur, on va dire. Donc je vais pas m'en servir pour faire plus de ROI tout de suite. Ça, c'est sûr. Ok, oui, donc en gros, c'est soit tu la gardes en attente avec l'énergie supplémentaire, soit tu commences à la level up pour l'utiliser ensuite Bah en tant que tel. là, elle est en train de passer level 5. Le but, c'est que je puisse mint avec. Alors, je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais C'est risqué, hein. je sais que c'est risqué, mais je me dis, il y a quand même une bonne chance pour que, voilà. Mais en fait, je sais pas si j'attends mon ROI ou pas. En fait, c'est, Ouais. Il me semble que c'est 33% de chance d'avoir une uncommon à partir d'une uncommon et d'une common. Crit a reposté les petits tableaux ce matin, ouais, donc bah c'est justement, pour ça que j'ai le chiffre en tête. je me suis basé sur ça et je me dis que bah, 30% c'est quand même pas mal. C'est parce que si tu en as une autre, bah, du coup ton gain, bah, ça t'ouvre d'autres portes en fait d'avoir des uncommon. Du coup, je pense qu'il faut mint, ça c'est sûr. Après, est-ce que je le fais avant d'avoir fait mon ROI ou après? Ça, je sais pas encore. Oui, oui, c'est sûr que ça se discute et ça se réfléchit, puisque faut voir la différence de prix du mint. Honnêtement, je saurais même pas dire le prix du mint avec une Je common, crois, puisque j'en ai pas. Donc, je vais peut-être dire des conneries, mais je crois que c'est 250 GST et 250 GMT. Mais je dis probablement des conneries. Je n'ai pas les têtes dans les stats, mais il me semble que c'est ce que j'ai lu ce matin. ok, ouais. Oui, donc c'est quand même un peu plus Ouais, que mais pour des commons, c'est sûr. ouais, mais honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus parce on voit les tarifs à 800 GST des fois. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, là, pour le coup, je suis pas trop dans les stats. Je sais juste que voilà, c'est pas non plus extraordinaire. C'est un peu comme si tu mintais double en fait. Enfin, que tu mettais deux fois le montant dans un mint. Alors si c'est pour avoir une uncommon à 30%, je pense que le risque il est ok quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je- Et donc, on peut en parler d'habitude. J'attends un peu plus la fin de l'épisode pour en parler, mais la question que je pose souvent, c'est de savoir ce que tu penses faire par rapport au gain en GMT, et d'autant plus maintenant que tu as mis cette jogger qui a trois sockets de confort et un d'efficience, mais quand même trois sockets de confort et une bonne stat de base ouais. en confort. Alors Tu penses en faire quoi? pour les auditeurs, du coup, j'ai mint une jogger, donc exactement la chaussure que j'utilise. Et du coup, ouais, là, elle a quasiment la stat de confort au max. Elle a des bonnes stats, hein, globalement partout, mais c'est surtout qu'elle a trois emplacements de gemmes de confort. Et donc la question c'est est-ce que je vais l'utiliser en full confort ou est-ce que enfin quoi qu'il en soit je pense que je vais l'utiliser en efficiency parce que ça sera toujours mieux que la mienne parce que les stats de base bon ça change pas énormément de choses mais et puis surtout qu'après on va pouvoir restat donc techniquement alors si sauf si ça coûte 400 GST c'est ok mais là, effectivement, la question c'est ben, comment ça va fonctionner déjà ce système de confort parce que moi, j'en sais absolument rien. Donc, si tu as des infos là-dessus, bah, déjà aiguille-moi. Mais pour le moment, déjà, c'est ce qui est sûr, c'est que je vais pas la monter confort, sachant que je ne sais rien. Mais je sais pas. Très honnêtement, je sais pas quoi faire en réalité. Oui, bah, je sais bien, justement, c'était pour ça que je te posais la question. Pour le confort, on n'a aucune info. C'est-à-dire que bah, moi, de mon côté, je monte une paire de Walker qui a des très bonnes stats en confort. Je le dis à chaque fois, donc je vais arrêter de me répéter, mais je la monte en niveau sans attribuer les points d'attribut, en gros.
Donc là, j'ai Oui. 100 points à attribuer et j'attends que le GMT soit mis en place parce que c'est pas encore ce qu'ils vont faire. Il y a ce matin, je crois que c'est STO qui mettait sur Twitter qu'il avait justement déjà spec sa chaussure et qu'il avait déjà mis le même ratio que pour l'efficience en confort résilience. Sauf que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a dit ouais, mais imagine c'est calculé par rapport au ratio entre ton efficience et ton confort ou quelque chose comme ça. On sait pas ce qu'ils sont capables de nous sortir. Donc pour l'instant, moi j'attends avant de répartir les points. Je pense que parier sur le respect, ça se fait en vrai. Ça se tente, sachant que en plus de ça, faut compter encore un bon mois et demi, 2 mois avant que les gains en GMT se fassent. Donc, je pense que ça peut se tenter, ouais. De ton côté, si ça retarde pas trop ton ROI, je pense que ça peut être une bonne strat. Après, faut voir où t'en es avec ta chaussure principale, puisque je t'ai pas demandé. Du coup, t'es toujours avec cette jogger et t'es à niveau combien et combien de stats en gros? Ouais, alors ma jogger que j'utilise, elle est bloquée level 19 pour le moment. Et c'est une jogger relativement classique, doit avoir une moyenne de 5 dans toutes les stats. La première jogger qu'on achète, quoi, globalement. Et moi, je me dis, de toute façon, même si je la monte pas à confort, l'autre, ça sera largement mieux parce qu'à niveau égal, je serai à quasiment plus de 100 en efficiency. Donc, on est loin quand même de ma jogger actuelle. Donc, moi, je pense, quoi qu'il arrive, que je vais la monter en classique. Et au moment où il y aura le confort, viendra probablement l'idée du respec pour répartir les stats en confort si besoin en fait. Parce que ça se trouve, ça va être claqué au début, ils vont faire des rééquilibrages pendant 2 mois et puis on sait pas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un risque qui est totalement à prendre en compte, hein. T'as bien raison là-dessus. Et surtout que du coup, en plus, pour Respect, il faudrait être au niveau 30. Ah Donc, oui, en ça te plus. laissera le temps Hmm. de voir venir le truc. Ouais, donc respect, à mon avis, ça va coûter cher, sachant que le niveau 30 est quand même extrêmement cher. C'est ça, oui, c'est possible que ce qui coûte le plus cher dans l'histoire, ce soit de passer niveau 30 plus que de Respect. Mais avec, je sais pas si tu as vu le prix pour augmenter le daily cap de GST. Si c'est un prix qui est similaire, c'est quand même assez cher, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je pense que pour le moment, je vais pas la monter confort, ça c'est sûr. Je pense que je vais la monter tranquillement pour rattraper la mienne. Dès que la mienne, elle est rattrapée en efficiency, j'utilise ma jogger. Et de toute façon, il y aura probablement d'autres uncommon, il y aura probablement d'autres opportunités pour monter du confort. Enfin voilà, c'est pas, on verra, on verra. Voilà, Ouais, j'ai pas je te le d'autres. souhaite, hein, je te le souhaite d'avoir d'autres uncommon, hein, parce que moi, je l'attends toujours, hein. Après, Je suis à 55 minutes. Après, mon esprit de gambler me dirait d'investir dans une deuxième uncommon 0-0, de sorte à pouvoir mint plus facilement d'autres uncommon. Mais ça, c'est hyper risqué du coup. Et Ouais, euh, c'est hyper risqué, ouais, c'est sûr. je le ferai pas parce que j'ai le focus ROI. Je ne me détournerai pas de mon objectif. Ouais, c'est ça, oui. Tant que t'as pas fini ton héroïque, c'est sûr que c'est encore plus dur de justifier ce genre d'envie Non, de et puis Gumball, c'est sûr. non, mais c'est une connerie en plus, hein, c'est une connerie. Sachant que j'ai relativement beaucoup de chance là sur les mints, je vais continuer comme ça. En plus, bah, maintenant on mint à deux, donc on va 2 fois plus vite qu'une personne normale, parce que bah, mine de rien, là, bah, Sana, elle est en train de monter sa jogger, elle est level 12 ou 13, quelque chose comme ça, et bah, on fait 2 fois le rendement d'une personne qui a 9 chaussures, donc c'est quasiment un mint tous les jours. Allez, tous les jours et demi, on va dire. Donc ça va très vite. Oui, forcément, du coup, vous partagez les GST, mais vous gardez les chaussures chacun de son côté, parce que sinon il y a le cooldown de toute façon, mais Alors, vous vous envoyez les GST pour mine, justement, c'est ça la strat derrière? au début, je faisais ça, c'est-à-dire que quand je l'ai fait monter à 9 chaussures, elle m'envoyait les GST et les GMT. Et il y a un moment où j'ai pivoté, je lui ai envoyé. En fait, c'est juste que avec les taux de transfert, ça m'agace. Le réseau Solana, j'en pense pas forcément du bien. Et avec tous ces problèmes de transfert, de réseau complètement buzzy et tout ça, je me suis dit, OK, on va arrêter ça. Je te file des chaussures qui peuvent mint et on mint chacun de notre côté quand on peut. Et comme ça, l'avantage de ça, le deuxième avantage, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est que elle peut level up des chaussures en même temps que moi. Parce que là, en fait, je gagnais trop de GST par rapport au temps de level up que je devais faire pour monter mes chaussures level 5, en fait. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'avais des cooldowns entre le moment où je peux mint, parce qu'on gagnait 120 GST par jour, quelque chose comme ça, enfin 110. Ouais, non, allez, on va dire 100 en enlevant les réparations.
Et du coup, j'avais des cooldown parce que j'étais pas non plus la nuit à me réveiller pour monter mes chaussures level 5. Et en plus, je pouvais pas EP ma propre chaussure. Donc, en fait, j'ai dit, OK, si on est deux à pouvoir level up des chaussures level 5, ça va forcément réduire les cooldowns et on va pouvoir mint plus rapidement. Oui, totalement. Et puis du coup, ça te permet en dehors de ça de pouvoir mine plus rapidement et de pouvoir level up plus rapidement. Ça te fait quand même gagner 6 énergies supplémentaires, quoi. En gros, au lieu d'en avoir 12 réunies, enfin, si tu avais toutes les chaussures sur ton compte, on aurait 12. Vu que c'est réparti Ouais, sur c'est deux sûr, et que vous l'utilisez à deux, ça en fait 18 du coup. c'est sûr. C'est sûr. Après, comme je disais, il faut pas que la compagne soit malade, parce que sinon tu te tapes double ration et là c'est chiant. C'est arrivé la semaine dernière où j'ai fait 2 jours d'affilée où c'était pas 45 minutes de run, c'était 1h30 parce que je ne triche pas. Et donc tu fais ton tour avec ton portable et tu refais le même tour avec celui de la compagne. Mais ouais, sinon c'est tout bénef, hein, y a pas photo, hein. Ouais, c'est sûr. Puis pour le coup, ouais, 1h30, ça commence à faire un peu long. Mine de rien, t'approches vite du maximum d'1h40 en ayant deux comptes. Mais après, du coup, oui, comme tu l'as dit, tu triches pas, c'est chacun son compte. C'est juste que là, tu dépannais pour le coup Ouais, c'est ça. parce que voilà. Ok, ok, ok. Donc ouais, pour résumer, c'est 9 chaussures chacun et puis vous mettez chacun de votre côté. Et du coup, vous faites la stratégie de revendre les paires par an sur la marketplace et de récupérer les gains en Solana, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, le Solana, je le considère un peu comme un coin stable, c'est-à-dire que je ne transfère pas mes Solana vers du stable, pas pour le moment en tout cas. J'attends un seuil entre 80 et 100 dollars. Si je vois que le Solana est en train de pump et qu'il est dans sa croissance comme il a déjà été, hein, parce que moi, le Solana, ça a été un de mes leviers sur la comment dire, depuis que je fais de la crypto, j'avais investi, pour vous donner une idée, je devais avoir investi quasiment 1000 balles dans du Solana quand il était à 20 balles. Après, il est monté à 200, donc forcément, ça m'a bien aidé. Et je crois pas mal en cette blockchain. Il y a beaucoup de projets et tout ça. Donc là, je stack mes Solana en attendant que ça revienne à son prix, on va dire un peu médian de 120 dollars. C'est à peu près ce que je vise. Et quand ça touchera on va dire, autour des 100 dollars, les 80 déjà, ça va être pas mal si on arrive à retrouver le moment où on était il y a 2 semaines. 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Mais dès que j'arrive à 80, là, je vais les écarter vers du stable ou vers un coin plus robuste. Ok, ouais, tu prends le risque de la volatilité sur le Solana, quoi. Bah, je pense Pour le que coup, je prends pas ce risque-là, ah mais ouais, parce que je pense qu'il peut pas descendre je peux plus bas en comprendre. fait. Mais... Enfin, Ouais, je sais pas. Honnêtement, t'es pas le premier à me dire ça. Il y avait Solid, je crois, qui a fait le tout premier. Oui, c'est lui qui a fait le tout premier témoignage de Stepner, qui lui vise un objectif de 500 Solana d'ici la fin d'année. Donc lui, pour le coup, il garde tout en Solana il est fervent croyant de cette blockchain. Euh, en vrai, je comprends le raisonnement si c'est un projet et c'est un risque, mais c'est un risque qui peut valoir le coup si Solana reprend de la valeur conséquemment. C'est vrai que pour le coup, moi, je l'ai pas pris, mais aussi parce que je connais pas super bien le projet en tant que tel, et donc j'ai pas fait mes recherches derrière sur Solana en tant que projet. Donc je préfère pas prendre de risques et tout passer en USDC, non, mais quitte à perdre un petit peu de gain potentiel, c'est quoi. bien, c'est bien. T'as raison d'être safe sur ce côté-là. Et moi, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que toute la crypto que j'ai fait, c'est généré. Je n'ai pas investi beaucoup d'euros, 50 euros hein, au départ, mais je n'ai jamais réinvesti dans la crypto. Donc forcément, c'est des risques qui sont un peu virtuels pour moi. C'est un peu comme une monnaie de jeu vidéo. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Bon, si je perdais tout ce que j'ai, ça me ferait chier, je vous le cache pas, mais c'est pas, je me suis pas endetté en réel pour ça en tout cas. Et le Solana, pourquoi je crois en le projet? Bah déjà, c'est quand même une des blockchains les plus utilisées. Et, euh, et à côté, c'est pas la blockchain qui est faite pour. Si c'était que de la monnaie de Stephen, par exemple, là oui, là je transférerais vers du SDT rapidement parce que ok, l'entreprise elle se casse la gueule, elle va pas remonter. Solana, elle emmène beaucoup de gens avec. Bon, on a vu il pouvait y avoir des problèmes sur des grosses blockchains,
Mais bon, à partir du moment où il y a une blockchain qui se casse la gueule, bah, ça va être Stephen qui va se casser la gueule, et dans ce cas-là, bah, on parlera même plus de ça. Mais effectivement, moi, je comprends ton raisonnement. Moi, je pense que le Solana, il va remonter, peut-être pas à son ATH, ça va être compliqué vu qu'il est très haut son ATH, mais je pense que on pourra le revoir dans les 80, 90 dollars d'ici un mois ou deux. Je pense que c'est possible. Écoute, je prends note, je te reverrai un message d'ici un mois ou deux pour voir, Ça pour marche. voir où ça en est. C'était quoi la TH du Solana déjà? J'ai pas suivi trop Ouais, le projet. c'était quelque chose comme 230 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, ok, oui. Et puis donc ceux qui sont rentrés early dans le projet comme toi, oui, c'est clair que ça fait des gains qui sont conséquents. C'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. Après, Ok, après, j'ai pas vendu à son ATH. Moi, j'ai vendu bien avant. J'avais vendu à 130 dollars, quelque chose comme ça. Mais bon, je partais de 20 dollars. Donc, en réalité, c'était déjà énorme, le gain. oui, forcément, ça te laisse plus de marge de manœuvre, c'est sûr. Euh, pour passer à un autre sujet un petit peu, est-ce que tu joues les Mystery Box, la Luck, les trucs comme ça ou pas? Je joue tout ce que je peux jouer. C'est-à-dire que dès que j'ai une mystery box à ouvrir, je l'ouvre. La plupart du temps, c'est rentable pour moi. De toute façon, c'est simple, hein, il suffit d'avoir une gemme jaune un jour, ça va rembourser toutes les autres gemmes que t'as investi. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de rendement de GST parce qu'on est deux comptes, donc on peut se permettre cette petite folie, même si des fois c'est pas forcément hyper rentable d'ouvrir les petites box, quoi. C'est ça, du coup, avec 9 énergies, j'imagine que vous êtes sur des Mystery Box niveau 1. Ouais, tout le temps. Par contre, c'est constant. Ok. Ok, non, mais en vrai, je vois un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire que tu prends le truc un peu relax dans le sens où bah faut quand même faire le retour sur investissement, Ouais. mais s'il y a des trucs à jouer à côté, tu prends pas trop la tête à réfléchir si c'est rentable pendant des heures ou pas, quoi. C'est ça. Puis je pense que, enfin moi très honnêtement, j'ai fait. Au début, je vendais les gemmes. Pourquoi je vendais les gemmes, j'en sais rien. Parce que j'avais aucun socket d'ouvert et bah, d'après mes calculs, ça servait à rien. Et les gemmes niveau 1. Et d'après mes calculs, ça sert toujours à rien. Et du coup, du coup, bah voilà, les gemmes. Bon, aujourd'hui, je les stocke parce que j'ai peut-être envie de gamble quand j'aurai fait mon ROI. Hein, on s'en rappelle. J'aurais peut-être envie de gamble les 30% de chance d'avoir des gemmes supérieures. Mais aucun de mes algos me dit que c'est rentable. Donc ne le faites pas. Sauf si vous êtes pété de thunes et que vous aimez le risque. Ouais, c'est ça. Bah, j'en parlais dans le dernier témoignage aussi là, mais en faisant les calculs, en fait, c'est rentable par rapport à l'achat de 20 dollars, même pas. Sachant que c'est du coup 35%, mais ça veut pas dire qu'une chance sur trois, ça veut pas dire que si tu fais trois mines, t'auras forcément une Ah gemme. bah non, ouais. Donc c'est biaisé comme Ça calcul serait trop forcément. facile. Bah moi justement, Mais dans l'idée, ça rentre un peu. Mais j'ai généré un petit algo justement qui va jouer la chance et bah c'est simple, hein, il y a des cas où tu vas être énormément dans le positif, il y a des cas où tu vas être tout l'inverse parce que bah la chance est réinitialisée à chaque coup malheureusement. Après bon bah ouais, hein, si t'es un vénard, bah go, hein. Ou si c'est t'as trop ça. de GST en fait. Ouais, c'est les problèmes de riches. Bah c'est ça. Et du coup, ouais, t'as pas encore tenté d'upgrade pour l'instant, même pas une petite pour voir si ça passait ou pas. Non, 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 vraiment, là je focus ROI. Je vais pas gamble sur ça parce que en soi c'est pas grave. Hein, on se rend pas, on est un peu matrixé quand on est dans Stephen parce que enfin, on fait tellement de chiffres, c'est incroyable de se dire que bah là je fais, je sais pas, 120 GST par jour, même avec le coût qui s'est divisé par deux, mais c'est n'importe quoi de se dire on a un rendement comme ça. Même avec mes boîtes dans le monde réel, si j'arrivais à un rendement comme ça aussi stable, ça serait incroyable. Mais on se rend pas compte. Mais c'est vrai que bah là, je marche un jour, je peux faire une gemme. En soi, c'est ridicule si on enlève le côté financier. Du coup, oui, je devrais peut-être tester. Bon, pour le moment, je suis focus ROI et je pense que une fois que j'aurai fini mon ROI, je serai plus dans le mode, ok, bah maintenant, je vais jouer et je vais essayer d'optimiser mon jeu parce que il faut bien avoir en compte qui est, ok, il y a la valeur marchande des gemmes, mais aussi il y a la valeur de ce que ça peut te rapporter dans le futur. Et mine de rien, bah, les gemmes, quand tu les fais évoluer, c'est plus un misérable, et encore avant il n'existait même pas, mais c'est plus un misérable 5% que tu prends, c'est quoi? C'est 80%, quelque chose comme ça. Et, et ben là, du coup,
ça change un peu la donne. Et sur tes gains futurs, bah, tu passes tu peux vraiment gagner plus par jour. Et donc après, bah, tes 50 GST, tu fais enfin, tes 50 GST, ou on va dire tes 150 GST que t'as investi pour avoir une chance sur 3. Oui, parce que ça coûte 50 GST d'upgrade une gemme. Donc, admettons, tu t'es foiré 2 fois, tu réussis la troisième. Bah, tes 150 GST, mine de rien, ton retour sur investissement, il va être rapidement fait parce que les gemmes, elles sont quand même rentables dans le futur, quoi. Enfin, surtout si tu fais Ouais, de après, l'efficiency, ouais, voilà, ça dépend de la gemme bien aussi et sûr. de la chaussure de base, puisque en vrai, le ROI est pas si rapide de mémoire, j'ai plus les calculs en tête. Mais si tu pars sur 150 GST, bah, les calculs que j'ai en tête, c'est plus par rapport au prix en Solana du fait d'en acheter une, mais il me semble que c'est quand même plusieurs mois, parce qu'au final, sur une common avec une gemme niveau 2 d'efficience, tu te prends entre plus 10 et plus 13 d'efficience, Mais ce qui en soi est pas mal, mais c'est pas tant que ça non plus, non, quoi. mais pour moi, bon, ça n'engage que moi, hein, mais mettre des grosses gemmes sur des commons, enfin, en fait, mettre des gemmes sur des commons, moi, j'ai été extrêmement déçu. Enfin, déjà, il faudrait avoir les emplacements de gemmes qui sont évolués. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je crois que c'est juste du pif et de la chance. Tu peux me confirmer ça? C'est 5% de chance, ouais, d'avoir, Ouais. tu sais, il y a les 4 niveaux de sockets. Et sur les commons, tu as 95% de chance d'avoir un socket commun et 5% d'avoir un socket peu commun. Ouais, on est d'accord. Du coup, en plus, tu as ce paramètre chance. Donc déjà, tu vas dépenser 10 GST pour ouvrir ton truc. En plus, t'es pas forcé d'avoir un super emplacement. Et bah, en plus, tes stats d'une commode sont tellement faibles que tes pourcentages, ils vont pas produire grand-chose. On le voit, de toute façon, quand t'as les mecs qui partagent leur épique à 400 000 balles, là, eux, ils mettent des gemmes, bah forcément, ça te fait monter en pourcentage le truc drastiquement. Mais sur des commons, franchement, c'est avant de rentabiliser ta gemme, bah, il faut y aller, quoi. Parce que Ouais, totalement, totalement. c'est combien? C'est 19 Solana, la gemme d'efficiency, je crois, le floor Ouais, price. c'est super cher. Du coup, Ouais, c'est 20, ouais, c'est 20. deux godasses, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle te rapporte quasiment 400 GST si on prend pas les GMT en compte, il faut qu'elle te rapporte 400 GST de plus ta gemme pour être rentable. Impossible. Enfin, impossible. Ouais, Si. c'est du très très long terme, Bah quoi. ouais, Ou c'est alors, faut sûr. avoir la chance d'en drop une dans une mystery box, hein. Moi, Ouais, mais je suis un peu ouais. content, c'est ce qui m'est arrivé. Première mystery box niveau 2 avec 5 énergies et 20 de luck, je sais pas d'où j'ai sorti ça. J'ai Ah oui, eu d'accord. une efficience niveau 2, en plus c'était au tout début. J'étais en plein ROI, je me suis dit, bon, est-ce que je prends mes 1500 $ tout de suite ou est-ce que je la garde? Pour le coup, je l'ai gardé, mais j'étais un peu comme un petit fou en Ouais, bah rentrant tu de ma m'étonnes. petite session, quoi. Et moi, je n'ai encore jamais chopé de Mystery Box verte. Mais je suis quasi sûr qu'ils ont changé les pourcentages parce que il y a des drops qui sont beaucoup moins bons dans les mystery box. En plus, la question a été posée, ils ont dit que non, mais voilà. Après, j'en ai eu que deux avant de passer à 40 de luck. J'en ai eu que deux, hein, donc c'est pas tant que ça. J'étais à 9 énergie et 20 de luck et avec ces stats-là, j'en ai eu que 2 fois, mais maintenant j'ai vraiment l'impression que c'est impossible. Bon, après, Donc t'as peut-être faut juste, voir. comme d'hab, hein, t'as peut-être eu juste une chance sur le moment, puis t'en auras peut-être plus jamais, man. T'as cramé ta chance, quoi. Ouais, bah c'est possible, hein. Après, j'ai redrop une efficience niveau 2 là il y a 3 jours. Oh, bah ça va alors. Le jour où j'ai fait l'autre témoignage de Stebner avec Sharps et je l'ai revendu direct pour acheter 2 conforts pour ma chaussure de confort justement que je prévois d'utiliser là. Je me suis dit c'est le bon moment, les gemmes sont encore pas trop chères parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand tu as dit que au début tu vendais tes gemmes, c'est que ils ont parlé quand même de burn de gemmes assez massif là avec leur histoire de skin, je sais pas si tu as suivi Oui. ça. Et c'est plus que probable que du coup la supply diminue et que le prix des gemmes soit augmenté en Ah fait tout bah de toute simplement. façon, Donc si on peut si on peut pas leur reprocher de savoir ce qu'ils font sur tous les burns et tout ça, et clairement ils veulent faire monter les prix. Enfin, c'est logique. Surtout que les gemmes pour le moment c'est sous-exploité. Enfin, la plupart des gens ont des commons et comme je disais, bah, ça sert quasiment à rien les gemmes. Donc il faut en faire quelque chose. Il faut donner des possibilités aux gens qui ont des gemmes mais qui peuvent pas les utiliser parce que bah, ça sert pas à grand chose, quoi. ouais, c'est sûr que les gemmes niveau 1 c'est un peu, enfin tu les gardes de côté en attendant de pouvoir les level up ou autre. D'ailleurs, je sais pas si tu avais suivi aussi le truc de brûler des GMT pour avoir plus de chances de dropper des gemmes. Comment dire, d'augmenter les pourcentages de chances de passer un niveau de gemme. Moi, je sais que j'attends ça pour le faire.
Je pense que ça peut être une bonne strat justement d'attendre ça pour passer des niveaux de gemme, quoi. Bah pour le moment, moi, je suis pas grand-chose, honnêtement. Je me laisse un peu porter. Et puis, si je regarde quand même les retours des white papers et tout ça, quand il y a des updates, des machins. Mais honnêtement, je suis pas en mode, OK, alors demain, il faut absolument que je fasse ça, ça. Non, j'ai ma stratégie qui est en place. Je me prends pas trop la tête, je réfléchis pas trop. Je fais mes runs tous les jours, par contre. Mais non, je suis pas en prévision. Bon, je t'avoue que là, le fait d'avoir chopé une uncommon, bah oui, ça me fait forcément réfléchir à modifier ma stratégie. Mais non, je suis pas trop dans le calcul. Ok, non, mais c'est une approche qui est bien parce que c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai tendance à faire peut-être même un peu trop, c'est-à-dire à me dire bon qu'est-ce que je fais, il faut que j'arrive à sortir tant par semaine, mais à côté j'aimerais bien quand même mettre un peu de côté pour pouvoir level up des gemmes quand ils augmenteront la probabilité d'en avoir machin. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien de le prendre relax comme ça. Après je pense que voilà, j'essaie de construire un portefeuille à côté de Stephen pour justement si Stephen a un problème ou qu'on rentre dans un vrai bear market sur sur plusieurs années d'avoir des fonds en dehors de Stephen, quoi. Donc c'est aussi l'enjeu derrière, mais j'ai envie de de jouer avec les upgrades de gemmes, les trucs comme ça. C'est tentant, hein. Je pense que je dois avoir une vingtaine de gemmes de résilience, une quinzaine de gemmes des autres catégories de niveau 1. J'ai envie, tu vois, de temps en temps, de faire une petite upgrade et tout. Puis c'est vrai que le jeu est bien fait dans ce sens-là, hein. Ah, Il te pousse bien à dépenser les GST, donc ouais, et puis c'est normal. Enfin, je veux dire, toi, tu as fait ton ROI. Maintenant, bah, le jeu, c'est que du plus. Donc, c'est aussi logique que. Et puis, tu sais, c'est un peu comme ce que je dis. Enfin, je disais que j'allais probablement mint, même si j'avais de grandes chances de pas être rentable, mint ma chaussure uncommon que j'ai chopée. Bah, en fait, c'est juste parce que bah, ça peut t'ouvrir des portes, simplement. Et à un moment, si tu prends pas de risque, tu vas stagner et tu monteras jamais. Les mecs qui ont des épiques aujourd'hui et des rares, alors soit ils sont pétés de thunes, mais je pense qu'il y en a beaucoup, c'est juste parce qu'ils ont eu les couilles d'aller un peu plus loin et de réinvestir leur. Et en fait, la crypto, bah, ça marche aussi comme ça, hein. Il y a un moment, il faut prendre le FOMO, il faut y aller. C'est pas forcément néfaste, hein, mais ouais, ça fait partie du jeu de prendre ces risques. Maintenant, attention, bien faire son ROI avant de prendre ses risques, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi, hein, sauf que tu vois, la différence, c'est que je suis rentré avec à peu près 6 000 $ et moi, ça représentait un bon 70-80% de mon portefeuille total, tu vois. Donc, c'était en termes de risque, c'était beaucoup plus risqué et c'est pour ça qu'à côté, j'essaie de grandir mon portefeuille pour que Stephen devienne un pourcentage plus petit Ouais, relativement, enfin, en comparaison par rapport au portefeuille total, tu vois. Donc, oui, forcément, ça fait envie de redépenser dans Stephen, mais bon, voilà, j'essaie de construire le portefeuille à côté ouais, pour ensuite être serein. après, tu peux te définir un petit budget, tu vois. Tu te dis, bah, ok, bah, 10% de tout ce que je gagne par jour, ça part dans du gambling, quoi. Parce que c'est pas grand-chose, finalement. Et après, tu te fais ton petit budget gambling, et puis quand tu l'atteins, bah, hop, tu te testes de faire une gemme. Et comme ça, tu sais que ça, c'est cramé, on s'en fout, c'était prévu dans la stratégie. Ouais, c'est ce que je fais en fait dans les chiffres. Chaque semaine, je réinvestis mes gains que j'ai convertis en dollars dans la semaine. Enfin, tu vois, le week-end, je réinvestis mes gains de la semaine en gros. Et dans ces gains-là, j'ai 80% qui sont réinvestis en dehors de Stephen et 20% que je remets dans Stephen avec moitié-moitié de GST, Ah GMT, oui. justement par rapport à ça. Donc, Ah, moi, tu vois, ça, je c'est m'interdis de le faire. Moi, tout ce qui sort en Solana n'est plus réinjecté. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit. Tout ce que je vais sortir de Solana, ça reste en Solana ou c'est converti en autre crypto. Mais je ne réinvestis que des GST et des GMT. Je ne réinvestis pas du tout de trucs extérieurs. Oui, après, ça revient au même. C'est juste que mes profits, je les prends en Solana et que je me fixe de le faire chaque semaine parce que c'est plus simple de faire ça une fois par semaine que de tous les jours sortir tant de GST pour ensuite les convertir en GMT, etc. Mais Ouais, je vois le oui, genre. Ok. je comprends l'idée, ouais, bien sûr. Après, ça permet aussi de DCA un peu le prix du GST, GMT, mais bon, ça pas. C'est surtout pour me faire un petit bac de côté, justement, en prévision du mint de GEM, surtout, parce que je pense qu'il y a un gros coup à jouer et quand l'augmentation des chances va augmenter, le prix des gemmes descendra peut-être un peu, mais je pense que ce sera toujours rentable de mint des gemmes, parce que de toute façon, ça dépend du prix du GST. Donc voilà, je prépare un petit peu pour jouer ce coup-là, mais sans grande conviction non plus, quoi. Comme tu as dit, Ouais, c'est ouais. pour mettre un peu de côté, pour des événements s'ils en font, etc. Tu vois, leur histoire de skin, là, je sais pas si t'as vu aussi, ils ont parlé de skin panda avec un burn de gemmes, etc.
je pense pas le jouer parce que de toute façon, ils ont dit que ça dépendait du prix de la gemme, enfin de sa valeur sur la marketplace. Donc avec des gemmes niveau 1, c'est quasi mort, je pense. Ouais, bah Mais après ça va être. voilà, les trucs comme ça. Bah après enfin, je pense que ça peut. Tu peux te dire, ok, je vais faire un essai, tu vois, et puis si tu l'as pas, bah c'est bon, tu t'es out. Un peu comme ce qui s'est passé avec le concours sur la BNB, enfin tu sais, ce genre de truc, tu vois, c'est des petits coups. Ok, t'investis un petit peu, et puis au pire, ça marche pas, bah tant pis, tu participes à une tombola, quoi, on va dire. Moi, j'ai juste pas envie que, enfin, par rapport à ce qui s'est passé avec la BNB et tout ça, qu'ils sautent sur des opportunités un peu malsaines de fric facile, on va dire. J'ai pas l'impression qu'ils sont trop dans ce mood-là, mais ils ont eu quelques exemples dernièrement où c'était un peu ça, tu vois, surfer sur les, euh, les projets de NFT là où tu as 15 000 trucs et tout le monde s'acharne comme des robots à aller les choper pour faire un maximum de profit. J'espère qu'ils vont pas tomber dans ça en tout cas, avec ces skins panda, etc. Parce que pour le moment, ça m'y fait Non, ouais, penser. je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si tu as suivi ou pas du tout. Si tu veux que j'explique vite fait le concept. Je veux bien, ouais, j'ai pas suivi plus que ça. En gros, bah, c'est un truc qu'ils ont teasé. Hein. Du coup, c'est pas, Ouais. voilà, on sait comment ils sont avec les teasers. Hein. On en parlait avec Charles, mais ils ont tendance à beaucoup teaser pour mettre des délais derrière. Hein. Le Trailblazer Event, on l'attend toujours. Mais du coup, l'idée, pardon, c'est de brûler une ou plusieurs gemmes. Et plus la gemme aura de valeur sur la marketplace, donc par exemple une gemme efficience aura plus de valeur qu'une gemme résilience, plus tu auras de chances d'obtenir ce skin unique qui est limité et qui en théorie ne sera plus jamais remis dans le jeu. Donc là, ça fait un côté unique qui modifiera les métadatas de la sneaker et qui du coup changera son apparence pour toujours, quoi, en gros. D'accord, ok. Ok. Donc voilà, après, à voir ce que les gens en feront, etc. et les probabilités, mais ils ont dit que ce serait quand même très dur à avoir justement pour que ce soit en très limité en termes de supply de skins, quoi. Ok. Donc je me demande déjà à quoi ça va ressembler et combien de gemmes il va falloir brûler pour en avoir, parce que pour le coup j'ai ma petite réserve, ça me gêne pas, mais avec des gemmes niveau 1, à mon avis le nombre va être très élevé pour en avoir une, enfin la chance d'en avoir avec une gemme niveau 1 va être faible à mon avis. Bah, après, tu auras toujours un mec qui va arriver. Ouais, j'en ai brûlé une, c'est bon, j'ai mon skin. Et toi, tu vas en brûler 26 et tu n'auras rien. Ça va être, comme c'est basé sur la chance, malheureusement, bah, ça va surtout être les gros qui ont thunes illimitées, qui vont profiter de ça et qui vont encore avoir plus de thunes, malheureusement. Oui, après oui, c'est sûr que c'est toujours ce même problème-là. Et puis on le voit dès qu'on parle un peu du Trailblazer Event, que ce soit Frenchborg, j'ai vu qu'il en parlait, ou même moi, chaque fois il y a des gens qui disent ouais c'est quoi et tout ça parce qu'ils sont arrivés après fin avril et fin février pardon, et qui disent oui bah c'est encore un truc pour récompenser les early ou les gros portefeuilles etc. Mais enfin en même temps s'ils récompensaient tout le monde, la récompense aurait pas de valeur Oui, puisqu'au non, final tout le monde l'aurait on est eu et d'accord. voilà, hein, mais je comprends que ce soit un peu rageant. Après, il y aura d'autres événements qui seront censés inclure plus de monde, donc à voir De toute comment ils façon, déroulent ça. enfin, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Ouais. L'argent appelle l'argent, malheureusement. Enfin, dans ce genre de truc, on est tous là pour gagner de l'argent. Si, enfin, je veux dire, je marcherais pas aussi tous les jours comme ça s'il n'y avait pas de l'argent en jeu. Il faut être honnête. À un moment, bah oui, tu as de l'argent, tu vas gagner plus d'argent. On dit toujours que le premier million, c'est le plus dur à faire. Après, c'est plus simple parce que tu en as déjà fait un, en fait. Et là, c'est exactement la même chose, hein. Là, avec, tu vois, j'ai chopé une uncommon, ben, je suis sûr que la prochaine uncommon que je vais choper, ça sera plus simple que la première. Et etc. En fait, c'est toujours comme ça. Oui, bah oui, puis après, ça s'appelle le capitalisme. Donc là, on part sur des débats sociétaux qui n'en finissent plus. Donc, Oui. donc ouais, c'est sûr que c'est compliqué comme gestion du truc. Hein. On sait bien qu'ils essayent de récompenser tout le monde à leur façon, mais on sait bien aussi que c'est virtuellement impossible. En fait. Pour revenir un petit peu à toi, du coup, ton expérience avec Stephen, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? Là, j'avoue que je suis en train de chercher de quoi on pourrait parler. On a parlé un peu des gemmes, on a parlé un peu de ta vision sur le GMT et puis de ta stratégie au global. Je sais pas, est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder là comme ça par rapport à Stephen? Par rapport à Stephen, non, pas vraiment. Je sais pas si, tiens, tu as essayé d'en parler à des proches autres que tu accompagnes, du coup, J'en ai. comment ça a été réceptionné par ces personnes-là? Alors, les personnes à qui je parle de crypto, il y en a peu. Dans ma famille, ils sont pas trop sur le sujet. Enfin, il y a que moi qui me suis. En fait, dans ma famille, c'est un peu particulier parce que
tout le monde suit des vies un peu classiques, tu vois, famille, on est salarié, on fait le chemin, on va dire, prévu par la société. Et moi, je suis le dernier de ma fratrie et j'ai fait tout l'inverse. Je suis parti, je suis pas, j'ai fait des études, mais j'ai monté mes boîtes en même temps que mes études. J'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai testé plein de trucs et du coup, forcément, bah, je tombe dans la crypto. Et euh, du coup, Tu dis ça comme si c'était une drogue, je trouve ça super drôle. mais en soi, c'est un peu, enfin, vraiment, il y a vraiment, bah, il y a un aspect hyper addictif à la crypto parce que à la fois c'est de l'argent facile, à la fois c'est très risqué. Et bon, moi, j'ai de la chance d'avoir des compétences qui me permettent de générer de la crypto par le dev, par le design, par tous ces trucs artistiques. Mais ouais, t'as un côté clairement addictif où tu te dis, ah oui, c'est donc ça de faire de l'argent. Enfin, on se rend pas compte, mais moi, avec mes boîtes aujourd'hui, bah, je dois aller chercher des clients, je dois répondre à des besoins. Je monte un SaaS, bah, il faut que je le market, faut le machin. Et aujourd'hui, je gagne autant de thunes en marchant 45 minutes par jour que en faisant tous ces efforts 6 jours sur 7, 8 heures par jour, tu vois. Du coup, c'est à la fois, bah oui, forcément que c'est un côté addictif par rapport à ce qu'on connaît du monde réel. Tu te dis, bah en fait, mais 4 fois moins, je suis gentil, d'efforts pour gagner la même chose. Alors oui, c'est de la crypto, mais c'est très facile à rendre utilisable, hein. Moi aujourd'hui, j'ai une carte crypto.com, je balance mes GST dessus et c'est bon, je paye le monde réel, on va dire. Donc en fait, bah, je fais en mode ouais, bah c'est quand même assez rentable la crypto. Donc tous les jours, c'est un dilemme en mode bon, est-ce que je vais réinvestir dans ma boîte réelle? Bon, bien sûr que c'est la réponse est oui parce que au moins c'est quelque chose qui durera dans le temps, alors que la crypto est encore moins stable, on ne sait pas vraiment où ça nous mène. Mais c'est vrai que bah, la question se pose tous les jours en mode ben oui, est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport à ce que me rapportent des projets crypto? Là, j'ai lancé Nelari. Ben, Nelari, ça m'a fait un push de peut-être 6 000 euros pour peut-être 20 heures de travail. Donc, ben, c'est énorme en fait. Le rendement est énorme dans le monde de la crypto. Donc forcément, ben, qui dit bon rendement dit addiction, quoi. Ouais, forcément. Puis vu que c'est un marché jeune aussi, tout est amplifié, tout est multiplié. C'est sûr que c'est incroyable, hein. C'est ça. Justement, tu parlais de Nelari. Tu peux nous en dire quelques mots, hein, si tu veux. Il y a pas de souci. Du coup, j'ai regardé rapidement ton site et tout ça, mais vas-y, tu peux nous en parler un petit peu. En vrai, je suis totalement chaud. Ben, en fait, je suis un peu salé, je sais pas si on peut dire ça, je suis un peu salé des projets NFT qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de la spéculation à 4000%. Il y a quelques projets qui sortent du lot, comme Stephen, où tu as un vrai intérêt, un vrai concept derrière. Mais la plupart des projets NFT, la grosse majorité, on va dire, c'est OK, on va faire un push avec une whitelist dès le début. Comme ça, on vend tous nos trucs d'un coup et ensuite, le projet, il n'existe plus. Globalement, c'est l'impression que ça me donne. Après, je suis pas spécialiste du domaine, mais c'est l'impression que ça me donne. Moi, avec Nelari, j'ai voulu mettre un petit peu, enfin, prendre le contre-pied de tout ça et dire, OK, je vais faire un projet NFT où il va y avoir de l'art génératif comme on fait aujourd'hui. Sauf que cet art, je le veux construit, beau et surtout que ça amène d'autres choses. Je vais pas release par exemple 7000 NFT d'un coup en mode teaser à donf, complètement over marketé tous les jours avec des concours à n'en plus finir. Enfin voilà, comme font énormément de communautés. Vous avez dû en voir plus d'une passer. Et moi, je suis parti, j'ai dit, OK, je vais faire 30 NFT pour commencer, 30 NFT de Founder, on va dire, l'édition précurseur, pour tester. Bon, voilà, j'ai vendu ces 30 NFT, donc c'est plutôt cool. Bon, il en reste deux ou trois, ou entre 2 et 5, je crois, en vente, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, OK, bah maintenant, je vais essayer de développer mes compétences, parce que c'est aussi le but, hein. Moi, je crée des projets pour développer des compétences que je n'ai pas, aller plus loin technologiquement et essayer de faire quelque chose qui m'apprend finalement, et pas forcément quelque chose de rentable, hein. Tu l'as bien vu, hein, je t'aide volontiers pour essayer de faire grossir la communauté. Enfin, je
te demanderai pas de rémunération, et tu le sais très bien, parce que je fais pas ça pour ça. Je suis très bien dans ma vie, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne situation, j'ai tout ce que tu veux. Faire de l'argent, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est juste de répondre à des problématiques. Alors oui, ça entraîne de l'argent, ça c'est sûr, hein. Je vais pas non plus dire oui, bah, tout est gratuit, tout est open source à mes frais. Mais mon but, c'est pas le premier but, c'est pas faire de l'argent. Mon but, c'est de créer des projets qui soient cool, qui rendent service. Et bon, bah, si ça peut faire de l'argent, ça fera de l'argent. Et Nelari, du coup, je l'ai pensé un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai créé tout un lore autour donc un lore, c'est une histoire, une sorte d'univers autour de ces NFT. Donc l'idée, c'était que on a un couple fondateur qui a trouvé moyen d'exploiter des planètes à distance mais de les ramener en fait sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils vont emprisonner en fait des sortes de régions de ces planètes, qui vont enfermer dans des petits globes, et en fait ils vont vendre la propriété de ces planètes via ces petits globes. Et un globe contient donc une région d'une planète. Donc pour le moment il y a une seule planète qui est sortie, et les gens peuvent acquérir du coup ces petits globes. Et voilà, ça s'arrête là. Donc après, c'est du lore et des trucs artistiques. Mais bon, forcément, bah, les gens demandent un peu plus. Et mon but, c'est de créer une communauté autour de ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va aller un peu plus loin. Et en fait, j'ai inspiré de Stephen, hein, bien évidemment. J'ai voulu, je prépare en tout cas, monter la suite du projet, donc ce que j'appelle la phase 2 aujourd'hui. Et la phase 2, c'est la mise en place d'un smart contract qui va permettre en fait d'exploiter les régions pour en tirer des ressources minières, des ressources naturelles. En gros, c'est de l'exploitation. Bien évidemment, derrière, il y a un côté écologique que je veux mettre en place, c'est que toutes ces ressources qui vont être générées, on va parler du format plus tard, mais elles seront limitées. C'est-à-dire que si tu exploites ta planète comme un gros comme ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui, bah, finalement, il va plus y avoir assez de ressources et ta planète, bah, elle pourra plus rien te donner, quoi. Et en fait, ces ressources, je voulais pas partir sur un token comme font tous les mecs dans les NFT. Vas-y rentre, stack ton NFT et puis ensuite sois récompensé avec des airdrops de tokens. Ces tokens-là, ils durent 15 jours et ensuite ils n'existent plus. Enfin, pas pour tous les projets, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai préféré sortir ces ressources sous forme de NFT. L'idée derrière ça, c'est que tu vas pouvoir claim des NFT de sorte à pouvoir, en fait, désolé, je me perds un peu dans mes explications, mais ta région va générer 2 à 3 ressources complètement aléatoires. Elles peuvent être communes, peu communes, comme les chaussures de Stephen. Et en fonction, bah, en fait, tu vas générer que ces chaussures, lapsus. Tu vas générer que ces ressources. Et ces ressources, en fait, elles vont te permettre d'améliorer en fait la technologie de ton Elari pour avoir plus de ressources en fait. Mais pour construire ces améliorations, ben, il va te falloir des ressources d'autres joueurs. Et en fait là, le but, ça va être de créer une marketplace où les joueurs peuvent s'échanger leurs ressources parce que voilà, ça sera limité. Ton Elari va te produire, admettons, du bois et de l'améthyste. Et ben tu vas potentiellement avoir besoin de pierres ou de végétaux ou d'autres ressources pour construire ces nouvelles technologies sur ton Elari et pouvoir exploiter au mieux ton Elari. Et donc tu vas devoir trader ces NFT avec les autres joueurs et ensuite tu vas les brûler pour améliorer ton Elari. Et donc ça c'est le concept de base. Ouais, c'est cool. Et puis pour le coup, c'est vrai que en regardant un peu sur le site, j'avais du mal un peu à comprendre le concept, etc. C'est vrai que le pitcher comme ça, en fait, c'est beaucoup plus compréhensible. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis bête ou que j'ai mal fait mes recherches, hein, mais c'est vrai que pour le coup, j'étais resté sur le fait que bah, les NFT sont super jolis. Ça fait des petits globes un peu avec une face transparente dans laquelle on voit un petit endroit de la planète, en gros, Ouais. un petit écosystème. Et c'est vrai que je les ai trouvés super jolis. Et puis bon après c'est vrai que je suis peut-être passé à autre chose, etc. Mais les NFT m'ont vraiment marqué dans le sens où je les ai trouvés vraiment foncièrement beaux. Bah après c'est subjectif, hein, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'aime bien le pitch que tu amènes dans le sens où c'est pas vraiment pour faire du profit, mais vraiment construire une communauté autour de ça avec la notion d'échange, comme tu l'as dit, avec les différentes ressources, etc.
Donc c'est vraiment cool comme idée. Et, ce que je voulais te demander, tiens, c'est quand est-ce que t'as lancé le truc? J'ai pas souvenir que tu l'aies dit. Ça fait combien de temps que t'es parti sur Nelari là? Nelari, j'ai commencé le projet en décembre, je crois, peut-être un petit peu avant, et je l'ai lancé en février, quelque chose comme ça. Ok, ok. Donc pour ceux qui veulent aller voir, le site c'est nelari.xyz, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu parlais de compréhension, et effectivement, c'est quelque chose que, en fait, j'ai un problème, c'est que dans le monde de la crypto, si t'es pas anglophone, que tu parles pas anglais, que tu fais pas des lives à outrance. En fait, si tu veux, les gens, ils sont habitués à des formats. C'est-à-dire que dans les projets de crypto classiques, c'est des lives comme tu fais là, mais full anglais où tu as tout le monde qui parle anglais à l'américaine. Du coup, toi, tu arrives en français, on a un niveau de merde en anglais. À l'écrit, bon, ben ça va, je me démerde, etc. Mais pour le parler, t'es ridicule. Et le problème, c'est que j'ai l'impression, et c'est aussi l'expérience que je prends via Nelari, c'est que si t'es pas anglophone, c'est hyper dur de monter un projet dans la crypto. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu en entre-deux. Je jauge un petit peu où Nelari m'amène parce que à la fois j'ai l'impression que je peux réussir et de toute façon, ça sera pas une réussite éclair comme les autres projets NFT parce que je soupçonne, c'est même pas des soupçons, c'est quasi vérifiable, mais que en gros il y a du gros partage de communauté et que ça s'achète des trucs dans tous les sens et que limite il y a des royalties qui sont reversées à tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que c'est un clan un peu fermé, hein, les projets NFT. Et mais j'ai pas envie de tomber là-dedans avec Nelari. Du coup, je prends mon temps, j'assume ma com complètement écrite et peut-être que ça prendra jamais, mais en tout cas, j'irai au bout du truc et puis peu importe le temps que ça prendra, j'aurais fait ce que j'ai envie de faire. Oui, et c'est totalement le plus important. Et c'est vrai que ce que tu dis en tant que francophone, je le remarque un peu à mon niveau aussi, dans le sens où, tu vois, il y a tous les ambassadeurs qui parlent plus ou moins anglais. Beaucoup sont, tu vois, australiens, anglais, enfin américains et au Royaume-Uni. La plupart, tu vois, se connaissent. Et puis il y a moi qui suis en français. Il y en a quelques autres qui sont asiatiques, mais ils sont plus nombreux aussi, tu vois. Donc ça fait des micro-communautés dans les ambassadeurs Stepan. Euh, Là où ce que j'ai trouvé marrant, c'est dans une des AMA, Burn Dog a parlé de Crit en tant qu'ambassadeur, et je me suis dit waouh, ok, en fait parce qu'ils tweetent en anglais, ils le prennent pour l'ambassadeur, et j'ai fait ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais ça peut se comprendre dans le sens où c'est vrai que en tant que francophone, il n'y a pas tant de pays que ça, à part la France, la Belgique et puis le Québec et quelques autres pays. C'est pas une population qui est si grande que ça par rapport aux pays anglophones. Et c'est vrai que ça peut être un point faible comme un point fort aussi, hein, en poussant vraiment le côté communautaire et en assumant le fait que la communauté francophone est restreinte et comme une petite famille. Hein, ça peut se jouer aussi comme ça, mais Ouais, après, tu vois, là, je suis de plus en plus en train de me dire, fuck, en fait, les anglophones. On peut faire aussi notre bonhomme de chemin en communauté francophone. Et tu vois, pour le nouveau business qu'on lance, sur lequel on bosse depuis quelques jours, semaines, ben, en fait, je me dis, en fait, toutes les vidéos, je vais les faire en français, je sous-titrerai en anglais, mais j'ai le droit de parler français. Parce qu'en fait, le problème des anglophones, c'est que c'est limite si enfin, ils te font culpabiliser de ne pas parler leur langue. Et ça, je trouve ça, c'est triste en fait, parce que ça veut dire que tu te sous-merdifies, que tu es en train de te dire, ouais, putain, je parle pas anglais, du coup, c'est fini, je peux pas développer mon business. Alors que, merde, on parle français, on peut assumer de parler français. Ou alors, oui, on va le rendre accessible, mais je parlerai français. Et je pense que dans mes communautés, aujourd'hui, je vais de plus en plus parler français, assumer ça. Bien évidemment, je vais pas pouvoir faire des lives et des streams, machin, sauf si on a une super technologie de sous-titres qui fonctionne bien. Dans ce cas-là, on pourra peut-être, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais j'ai envie aujourd'hui de me dire, ok, la France, elle peut faire aussi quelque chose. On n'est pas contraint de parler anglais. Si je voulais optimiser, je parlerais anglais, mais c'est pas forcément mon idéal aujourd'hui. Enfin, j'ai pas forcément envie de tout optimiser au poil de cul pour toucher la population internationale. Du coup, je vais parler français et puis fuck ceux que ça fait rager en Angleterre, hein, enfin dans les pays anglophones. tu sais que c'est super drôle parce que dans le dernier Twitter Space que j'ai fait, il y avait un des ambassadeurs américains de Stephen, et à la fin, parce qu'il est resté tout le long du live, et à la fin, j'ai tweeté et je lui ai dit mais enfin,
t'écoutais, tu comprenais quelque chose ou t'étais juste AFK? Et il m'a dit, en fait, j'ai ouvert le live et Google Traduction à côté et apparemment ça marchait. Donc ça m'a un peu intrigué, mais j'ai trouvé ça Bah, marrant. on a Après, des belles techs aujourd'hui. Enfin, ouais, c'est bah, sûr. tu vois, moi j'ai un Pixel Pro, le dernier là. Bah, c'est assez Ouais. impressionnant comment ça arrive à traduire. Bon, ça traduit une fois sur cinq, ça traduit un petit peu à côté. Mais ça n'empêche que tu peux tenir une conversation avec un anglophone, le truc te le traduit. Bon, après, on n'est pas des débiles en anglais non plus. Enfin, c'est-à-dire que si je parle avec un anglais, je vais savoir comprendre. Enfin, je comprends tout globalement, mais c'est plus qu'on n'a pas d'expérience en France à parler anglais. Du coup, forcément, on a l'air d'abruti quand on parle anglais parce qu'on loupe un mot sur deux, on réfléchit à moitié à côté, donc c'est pas très fluide. Mais ceci dit, moi, je pense que les Français, il faut qu'on se réveille et que nos entreprises, on arrête de tout faire en anglais parce que ben, ça leur donne raison, en fait. Ouais, c'est ça. Soyons chauvins, soyons chauvins. Mais moi, c'est vrai que la question, je me la suis posée aussi quand j'ai lancé mon compte sur Stepen. Je me suis dit, est-ce que je fais en anglais? Parce qu'en vrai, j'ai le niveau suffisant pour le faire en anglais à l'écrit, puis à l'oral, ça va. C'est-à-dire que j'ai pas un accent incroyable, mais je me débrouille. Je me suis dit, est-ce que je le lance en anglais ou est-ce que je le lance en français? Et au final, je me suis dit, ça peut être une niche assez bien de partir sur du francophone à fond. Et puis tant pis si je loupe la communauté anglophone. Je savais qu'il y aurait beaucoup plus d'ambassadeurs anglophones. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire du côté francophone de la chose. Et au final, c'est quand même vachement plus simple parce que écrire les threads que je fais, si je voulais être sûr que l'anglais soit correct et que ça se ressente pas derrière, que ce soit un français qui écrit anglais, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, etc. Donc, je suis bien content d'avoir fait ça comme ça. Puis ça permet d'organiser des événements aussi sur Paris, puisque clin d'œil, tu m'as pas mal aidé aussi là-dessus. Vous verrez sur le tas. De toute façon, l'annonce vient bientôt. Soon. Mais ouais, très très soon là. Normalement, ça devrait être très très soon. Ouais. Il nous manque deux trois petits trucs, mais on est très très bien là-dessus. Mais en tout cas, Écoute, en tout cas, t'as eu raison. ouais, Désolé, je te coupe. Mais après, on finit, j'imagine. Mais en tout cas, t'as eu raison de partir en France. Et moi, je regrette même sur certains de mes business de pas être parti directement sur communauté francophone, à vouloir viser trop large en fait, parce que déjà, t'habitues tes utilisateurs. Donc, à partir du moment où t'as parlé anglais, bah, vas-y, va faire le comeback en français. Et c'est surtout que bah, tu te serais mis en concurrence avec beaucoup plus de monde. Alors que là, tu étais un peu tout seul sur le sujet au début. Et vous n'êtes pas beaucoup hein, comme ambassadeur français. Donc bah, tu as eu totalement raison hein, de partir sur une communauté française. Et puis comme ça, bah, tu te mets pas en danger aussi sur des points où tu fais tes lives en anglais. Quoi. Parce qu'il faut ouais, les c'est ça. tenir. Après, Quoi. j'en ai fait un ou deux des Twitter Space de Burn Dog en anglais. En vrai, ça va, tu vois. Mais c'est bon, bah, ça se travaille. De toute façon, c'est comme tout. Et puis, même pour les gens qui écoutent, si vous vous dites que vous êtes nul en anglais, en vrai, vous allez sur Fiverr ou sur les trucs comme ça. Pour 10 euros pour une heure, vous avez quelqu'un avec qui vous discutez en anglais, qui vous fait des cours et tout. Moi, je sais que j'avais fait ça et en vrai, ça m'a pas mal aidé dans le sens où, enfin, je sortais juste du lycée, j'avais jamais parlé anglais et ça m'a quand même donné un peu confiance en mes compétences, même si elles sont pas incroyables. C'est-à-dire que je me débrouille, mon accent est pas top, mais bon, voilà. Donc, en vrai, les entraînements sont faciles à trouver. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, etc., de se dire que c'est l'anglais qui devient le langage international de la même façon où c'est le dollar qui prend le pas sur l'euro avec les stablecoins et tous les trucs comme ça. Mais bah après, oui, faut quand même aussi savoir s'adapter et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Ouais. Non, bien sûr. Après, sinon, tu peux aussi rejoindre une conversation d'anglais et parler bien français. Tu te feras pas beaucoup comprendre, mais au moins t'assumes, quoi. Ce serait marrant prochaine fois que Brandon m'invite, je parle en français. C'est noté. Pour les trois francophones qui sont sur le live. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu frustrant, mais bon bah voilà, hein, faut faire avec. Puis de toute façon, je pense que si on part du principe que si Stepen par exemple avait été développé dans un pays asiatique et qu'ils avaient fait leur com bah, en asiatique, enfin peu importe le pays, on n'aurait pas compris grand chose. Donc au final, c'est pas si mal que ce soit en anglais aussi, hein, Ah mais bah bien sûr, ça a des avantages. Mais tu vois, moi, le point que je veux souligner, c'est on a des boîtes françaises aujourd'hui. Bah, on n'a pas forcément besoin. Alors tout va dépendre de la cible de notre projet, hein, mais on n'a pas forcément besoin de ces, enfin de. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Bon, c'est un exemple tech, mais il y a une entreprise qui s'appelle Strapi. C'est une entreprise, bah, c'est une technologie que j'utilise pour monter mes services web. Et bah, ces mecs-là, c'est des Français. Et bah, par contre, bah, ils font tout en anglais. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça. Et c'est pour ça, sur l'appli qu'on est en train de lancer,
bah, je vais faire toutes les vidéos en français parce que c'est beaucoup plus agréable de m'écouter en français que m'écouter en anglais à réciter un texte ou à bégayer tous les 3 mots. Et par contre, je vais tout rendre accessible. Il y aura des sous-titres, il y aura des sous-titres anglais. Et je pense qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de se prendre la tête à tout faire en anglais tout le temps. On peut aussi assumer notre langue. C'est sûr, surtout que d'autant plus si tu fais des sous-titres, à l'étranger, la France, elle a quand même un peu une image de pays de luxe et de pays raffinés, etc. Donc ça peut même être une force en vrai dans le côté communication, surtout si tu rends ça accessible par des sous-titres, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, je sais pas si tu avais des derniers sujets, parce que là on a fait des belles digressions, mais c'est pas grave, en vrai c'était bien cool de discuter avec toi. Par rapport à Stephen, un dernier petit truc ou un petit mot de la fin, et puis on va se clôturer là-dessus. J'ai pas tout à fait fini mes énergies, il m'en reste quelques-unes, mais c'est pas grave, je mettrai un code d'activation en commentaire sous le tweet. Bah, Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, j'aurais pu parler de milliers de trucs, tellement bah, tous mes univers me passionnent, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Stephen, bah écoute, c'est une aventure comme une autre, faut le prendre comme ça. On a investi tous un peu de thunes au départ. Remboursez-vous vite et puis ayez des bonnes stratégies pour vous rembourser. Après, bon, moi je pars du principe que c'est que du plus, donc autant s'amuser en faisant du plus. Et puis, bah, écoute, je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, ici en public, pour une fois, pour la première fois. J'espère qu'on pourra se refaire ça sur un autre format. Toi-même, tu sais. et puis, let's go, hein. À bientôt, du coup. Yes, salut, bonne soirée à tous. Des bisous Manu, des bisous à tous, et puis soyez safe pendant vos runs et prenez vos profits. Allez, salut. Salut à tous. Merci d'avoir écouté.